Bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous parlons éducation comme chaque semaine en cette journée internationale de l'alphabétisation. Au moins 771 millions de personnes dans le monde ne savent ni lire ni écrire. Et plus largement, on estime que 1,4 milliard d'adultes et d'enfants ne maîtrisent pas les bases de la lecture, de l'écriture et du calcul mental. Un chiffre sur lequel pèsent encore les conséquences de la pandémie et des crises diverses sur l'accès à l'école, des retards d'apprentissage, des abandons scolaires, des filles qui restent à la maison quand leurs frères vont à l'école. Alors comment alphabétiser également en dehors de l'école les enfants et les adultes les plus démunis? Est-il réaliste d'associer par exemple les outils numériques? Les voisines et les voisins, faites-nous part des initiatives chez vous, dans votre communauté. Vous pouvez nous appeler dès maintenant sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41, des initiatives pour contribuer à l'alphabétisation du plus grand nombre. Je vous présente nos invités. Camille Romain-Desbaux, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Et également, nous sommes en ligne, je l'espère, avec Sungari Yeo, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody à Abidjan. Bonjour Sungari Yeo, êtes-vous en ligne avec nous? Sungari Yeo, vous êtes en ligne avec nous? Et en fin d'émission, on aura la chronique du psychologue Ibrahima Giroux à Dakar et ses conseils aux parents. Une série à retrouver en podcast, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, il nous parlera des difficultés scolaires des enfants. Et vous nous appelez quant à vous au 33 7 64 45 51 41. Un message de Cécilia à Libreville. J'ai 2 enfants qui vivent désormais en milieu rural, qui ne vont plus à l'école primaire. Leur père n'a plus les moyens. Nous ne recevons aucune aide. Moussa, étudiant à Niamey, au Niger, j'ai institué avant la pandémie un cours du soir pour seconder les enfants pauvres de mon quartier parce qu'à l'école, ils n'apprennent pas bien à lire ni à écrire. J'avais 8 enfants de niveaux différents que je secondais pendant à peu près 1h30 tous les jours. Eh bien, j'ai dû arrêter parce que moi-même, j'avais besoin de gagner de l'argent. Les parents auxquels je demandais une petite somme n'ont plus été en mesure de me payer. Voilà. Vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51 41 pour nous raconter à la fois les difficultés de l'alphabétisation ou vos initiatives. On accueille Cabinet qui est un auditeur guinéen en ce moment à Abidjan. Bonjour Cabinet. Bonjour les voisins, les voisines. Bonjour Emmanuel. Soyez le bienvenu Cabinet. Je crois que vous êtes professeur de français de métier. Vous êtes guinéen et vous avez mené une initiative pour alphabétiser des femmes au marché à Conakry. C'est bien cela Cabinet? Vous avez tenté en tout cas. Oui, j'ai tenté. Cabinet, mettez-vous bien au calme, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a peut-être un petit peu de bruit ce matin avec la famille autour de vous, mais soyez le plus au calme possible pour le confort de nos auditeurs. On vous écoute, Cabinet. D'accord. Je suis retiré là. Oui, très bien, allez-y. Voilà, j'étais passé une fois dans un marché à Conakry. Oui. J'ai vu l'administratrice, j'ai dit, bon madame, je vais venir alphabétiser les femmes. Maintenant, lorsque je lui ai soumis le projet, elle a touché les femmes du marché. Oui. Lorsqu'elle leur a expliqué, les femmes disent que est-ce que moi je suis pas un malade mental? Elle peut pas laisser leur commerce pour s'alphabétiser. Donc cette femme m'a dit d'aller l'alphabétiser à domicile. Elle ne savait ni ces femmes ont refusé de participer à votre initiative finalement au marché parce que c'était pas l'urgence pour elles, il fallait qu'elles maintiennent leur petit commerce. Bien sûr, maintenant c'est leur administratrice qui m'a dit de venir à domicile pour l'alphabétiser. Elle-même. Elle-même, la dame. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais aujourd'hui, elle lit, elle parle français, elle fait un discours. Chaque fois, elle me remercie pour ce que j'ai fait pour elle. Maintenant, cette même femme, ayant vu que cette femme-là a beaucoup appris, elle veut que je leur revienne. Eh oui. Je leur ai dit que je l'ai... Oui. Et donc? Je leur ai dit que je n'ai plus leur temps. Elles n'ont qu'à trouver quelqu'un d'autre qui va les alphabétiser. Pourquoi? Vous étiez vexé de leur premier refus, Cabinet? Bien sûr, madame. Parce qu'elles ont dit que le résultat a été probant. Le résultat est probant. La femme parle français, elle lit, elle écrit, elle fait un discours devant ces mêmes femmes-là. Donc, elle veut revenir vers moi, mais moi,
franchement, elles m'ont rabroué, je ne peux plus revenir. Bien que je sois enseignant. Ah non, non. Mais tout de même, ça veut dire que votre expérience a été extrêmement convaincante. En combien de temps cette femme est parvenue à lire et à écrire couramment avec votre aide? En moins de 3 ans. Et jusqu'à présent, je continue avec elle. D'accord. Et c'était des leçons tous les jours? Bien sûr, oui. On est passé par le syllabaire. Et alors aujourd'hui, est-ce que vous aidez d'autres femmes à accéder à la lecture et à l'écriture, cabinet? Bon, je suis à Abidjan, dans ma cour commune. Il y a une fille de 25 ans qui a perdu un emploi parce qu'elle n'est pas lettrée. Elle a acheté un syllabaire. Chaque fois que j'ai le temps, je viens lui apprendre à lire. Je lui ai même dit que si je vais en Guinée, je vais correspondre avec lui, je vais lui donner des cours à distance. Elle est partante. Bon, vous avez cité beaucoup de choses dans votre histoire, cabinet. D'abord, la motivation, qui n'est pas facile à obtenir. Peut-être qu'il faut voir des exemples positifs autour de soi pour avoir cette motivation, avoir un peu de temps aussi à consacrer à l'alphabétisation, être disponible dans son esprit. Et puis, effectivement, on voit bien les freins que ça peut être quand on ne sait ni lire ni écrire pour accéder à un emploi décent. Merci de nous avoir appelés en tout cas et passez une bonne journée à Abidjan, cabinet. Oui, je vous en prie. Merci bien. Camille Romain-Thibault, peut-être une réaction par rapport à ce témoignage? Ah oui, alors déjà, je voudrais le féliciter pour son initiative parce que je dirais que c'est une personne plus une personne plus une personne qui change les choses et qui change le monde. Donc voilà, bravo cabinet. Il a mis en avant un point aussi qui est la transmission de l'analphabétisation quelque part et de la difficulté pour des personnes notamment qui sont dans des situations de grande précarité de trouver du temps, de dégager du temps pour pouvoir se former. Et ça, c'est un véritable enjeu, c'est de réussir en fait à convaincre quelque part, même si ça peut nous sembler évident, convaincre de l'intérêt d'apprendre ces rudiments de lecture, écriture et de calcul qui sont les bases essentielles pour pouvoir mieux s'en sortir dans la vie. Votre ONG Vision du Monde alerte régulièrement les pouvoirs publics sur le fait que les familles les plus pauvres sont finalement doublement victimes de la pandémie, des crises qui s'ensuivent en ce moment. Est-ce qu'on assiste à un recul de l'accès à l'alphabétisation aujourd'hui? Alors, ce qui est terrible aujourd'hui, Emmanuel, c'est qu'on a eu des progrès ces dernières années, ces dernières décennies. On était quasiment à pas très loin de 90%, 86% selon les Nations Unies d'alphabétisation. Et oui, la pandémie est venue mettre un coup d'arrêt terrible, je dirais, sur ce sujet de l'éducation et de l'alphabétisation, qui est sa première brique. Non seulement avec bien sûr la fermeture des écoles partout dans le monde, mais également par les effets indirects de la pandémie, les effets économiques, bien sûr, tous les dérèglements, le bazar économique que ça a mis, la pauvreté que ça a engendré et la situation dans laquelle les parents sont aujourd'hui de devoir faire travailler les enfants et qui dit travail infantile dit absence de scolarité avec, on y reviendra peut-être, une double peine souvent pour les petites filles et les jeunes filles qui elles se retrouvent confrontées aussi à une augmentation des mariages précoces. On estime à 10 millions dans les années qui viennent le nombre de mariages de petites filles supplémentaires du fait de la pandémie. Songari Yeo, vous êtes bien en ligne avec nous d'Abidjan? Nous avons perdu Songari Yeo, qui est enseignant, chercheur en sciences. Songari Yeo, votre pays... Vous m'entendez, Songari Yeo? Je vous entends, madame. Votre pays accueille la Journée internationale de l'alphabétisation qui est organisée par l'UNESCO. Est-ce que la Côte d'Ivoire, malgré ses efforts, est encore en train d'éponger le retard accumulé pendant la pandémie et les fermetures d'écoles? Est-ce que la Côte d'Ivoire, je n'ai pas bien tenu la question. Est-ce que la Côte d'Ivoire, malgré ses efforts, est en train d'essayer de rattraper le retard qui s'est accumulé pendant la pandémie et les fermetures d'écoles? Oui, ce qu'il faut noter, c'est que malgré la pandémie, le nombre de centres d'alphabétisation en Côte d'Ivoire augmente chaque année. Ce n'est pas encore suffisant parce que pour que la lutte soit efficace, il faudrait que tous les territoires nationaux soient couverts de centres d'alphabétisation. Autrement dit, nous avons besoin d'une augmentation de l'offre d'alphabétisation à tous les niveaux, surtout dans les zones où le taux de scolarisation primaire est faible. C'est-à-dire? Pouvez-vous nous rappeler ces zones? Songari Yeo, nous sommes en direct chez 7 milliards de voisins.
quand vous prenez le nord de la Côte d'Ivoire, le nord-est et le nord-ouest, ce sont des zones à faible taux de scolarisation primaire. Et du coup, dans ces zones-là, on a un taux d'analphabétisme très élevé et l'État de Côte d'Ivoire travaille toujours dans le sens de créer assez de temps d'application dans toutes ces zones-là. À l'échelle du pays, l'école est obligatoire de 6 à 16 ans depuis 2016, c'est inscrit dans la loi. Mais évidemment, vous venez de le dire, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité. Pourtant, on a quand même un taux d'achèvement de la scolarité de près de 78%. Alors, quels sont les freins finalement à l'alphabétisation massive des enfants? C'est un manque d'accès physique à l'école ou c'est autre chose? Alors, il y a assez de facteurs, il y a beaucoup de facteurs explicatifs de ce phénomène-là. D'abord, au niveau de l'éducation primaire, il faut noter que l'offre n'est pas totalement suffisante. L'État fait des efforts, mais on n'est pas encore arrivé à avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre cette question. Donc, dans le cas des écoles primaires qui sont incomplètes, c'est-à-dire que ce sont des écoles normalement qui devaient avoir 6 classes, du CP1 jusqu'au CM2, mais on se retrouve dans certains villages avec des écoles de 3 classes. Et donc, quand l'enfant finit avec les 3 premières classes, il est obligé de se déplacer pour aller dans un autre village pour continuer le cycle primaire. Alors, dans ces conditions-là, lorsque la distance est longue, votre crédit est insuffisant pour... Ce qui veut dire que dans ces cas-là, quand il n'y a que 3 niveaux, l'enfant abandonne l'école quand il est obligé de marcher plus longtemps. C'est un peu ça, là aussi, c'est aussi un peu la double peine, Camille Romain-Desbaux. C'est effectivement, il y a cette situation-là. Il y a la question aussi de l'instabilité ou des difficultés économiques très fortes qui va faire que l'État lui-même a des difficultés à trouver des professeurs qui acceptent d'aller dans ces zones rurales extrêmement, on va dire, déconnectées du reste du pays. Début 2022, on avait 635 millions d'élèves qui étaient encore affectés par des fermetures d'écoles dans le monde. Quels sont ces pays finalement là qui traînent encore ce boulet de la pandémie? Alors, il y en a un petit peu partout dans le monde, en fait, sur tous les continents. Le très mauvais élève était l'Ouganda, avec des semaines et des semaines entières sans aucune école. Et ces pays-là, en fait, sacrifient, vont avoir des générations sacrifiées puisque l'impact de ce décrochage scolaire se fait bien sûr à court terme là, mais également sur une génération tout entière. Et voilà, Vision du Monde rappelle qu'il est vraiment important que les enfants retournent à l'école ou qu'ils aient au moins accès à des solutions alternatives pour poursuivre leur scolarisation. Les crises qui affectent l'accès à l'école, il n'y a pas seulement effectivement la suite de la pandémie, vous en parliez, des crises économiques, on l'entendait aussi dans les messages de nos auditeurs, certains qui perdent leur emploi, qui ont besoin de travailler, qui ne peuvent plus aussi aider les enfants. Est-ce qu'il y a des pays qui ont été particulièrement touchés par cet enchaînement de crises à la fois géopolitiques, à la fois économiques? Ce sont les pays effectivement les plus fragiles du monde et en particulier ceux qui sont frappés par des crises sécuritaires, je dirais. Donc malheureusement, certains pays connaissent depuis de longues années de l'instabilité. On peut citer la République démocratique du Congo. On peut citer également malheureusement l'Éthiopie, l'Éthiopie qui avait pourtant fait pas mal de progrès, qui se retrouve là avec tout le système éducatif désorganisé et des familles du conflit. À cause du conflit, du conflit. Qu'est-ce qui marche pour maintenir les enfants à l'école? L'État, finalement, essaye de construire des écoles, jamais suffisamment par rapport à la démographie, si on prend le continent africain. Alors, qu'est-ce qui marche pour maintenir ces enfants? C'est une bonne question. Je pense qu'elle est universelle. La qualité de l'enseignement, je pense, pour commencer. Et là, c'est aussi un sujet sur lequel Vision du Monde travaille. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir des écoles et des profs. Encore faut-il que l'enseignement soit suffisamment qualitatif pour que les enfants apprennent vraiment à lire, pas seulement déchiffrer, mais qu'ils comprennent ce qu'ils disent. Et la deuxième chose, je dirais, dans les pays où cette habitude de l'école est encore assez nouvelle et pas prise, c'est sans doute l'exemple dans les villages, dans les communautés, qui va là aussi avoir beaucoup d'influence. Les parents, les grands-parents aussi, qui eux n'ont pas forcément été à l'école, qui vont pouvoir encourager les enfants et eux, ils ont une énorme influence qui peut être très positive sur les enfants.
Songari Yeo, on n'a pas encore parlé de la gratuité de l'école qui n'est pas totale en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça pèse d'autant plus en ce moment sur les familles pour envoyer les enfants à l'école? Oui, effectivement, depuis des décennies, nous parlons de la gratuité de l'école. Mais le plus souvent, cette gratuité-là ne concerne que les élèves du public. Donc, du coup, ça devient un peu difficile. L'État fait des efforts, surtout en milieu rural et chez les filles. Donc, je pense qu'il faudra aussi tenir compte des écoles, des établissements privés. Concrètement, quel type d'efforts? Oui, il y a des kits scolaires qui sont distribués dans les écoles, mais le plus souvent, ce sont les écoles publiques. Et le plus souvent aussi, c'est associé à milieu rural. Voilà. Mais il faut aussi continuer les efforts en faisant bénéficier la plupart des populations, surtout celles qui sont vulnérables là, de ces kits scolaires là. Parce que dans certaines localités et dans certaines cultures, les populations ont une représentation sociale de l'école qui n'est pas forcément bonne, parce que dans leur tête, envoyer un enfant à l'école, au bout, c'est lui donner du travail, c'est lui permettre d'avoir de l'argent. Or, en faisant du commerce, l'enfant peut déjà avoir des revenus journaliers, des revenus mensuels. Donc, en partant sur cette base-là, il ne va aucun intérêt à scolariser les enfants. Alors, c'est pour ça qu'il faut continuer la sensibilisation pour changer la donne, changer l'image, cette représentation qu'ils ont de l'école. Mais en même temps, il faut les soutenir parce qu'il y a des populations qui sont extrêmement pauvres et qui ne peuvent pas scolariser leurs enfants. L'utilité immédiate de l'alphabétisation est quand même pas évidente à démontrer pour des familles qui sont très démunies, qui manquent d'argent tous les jours. Est-ce que les cantines, la politique de la Côte d'Ivoire depuis de longues années, c'est de tenter de se doter de cantines. Est-ce que ça marche pour maintenir les enfants à l'école? Oui, la création des cantines, c'est un facteur qui suscite la demande forte de l'éducation. Lorsque les enfants savent qu'ils ont la possibilité de se nourrir à l'école, à midi, en général, ils sont motivés à fréquenter les écoles. Et donc, à ce niveau, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement, mais il faut continuer à étendre la création de ces cantines à la plupart des écoles. Il y en a encore qui ne sont pas dotées de cantines scolaires. Restez en ligne avec nous, Songari Yeo. On accueille un auditeur, Patrice, qui nous appelle de Lomé au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Patrice. Bonjour Emmanuel. Patrice, vous êtes enseignant de français. Est-ce que vous aussi vous vous impliquez dans des actions d'alphabétisation? Oui. On vous écoute. Oui, en fait, mon histoire est un peu longue, mais je vais essayer de la raconter quand même. J'enseigne dans une école anglaise instaurée au Togo. Donc, ça fait 2 ans que j'ai commencé par enseigner là-bas. Bon, les parents sont vraiment intéressés à apprendre le français, puisqu'ils sont des Nigériens et ils sont des commerçants, donc ils veulent apprendre le français. Mais bon, ils peuvent pas commencer comme ça. Ils veulent que leurs enfants apprennent le français. Et après, ils vont venir apprendre de leurs enfants. C'est comme ça se passe. Mais bon, moi, quand ils m'ont appelé dans l'école, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par enseigner les enfants. Je vois que le niveau n'allait pas. Et je me suis rapproché des parents. Je leur ai dit, bon, pour faire évoluer le niveau de ces enfants, puisque les enfants n'étaient pas intéressés. C'était le problème. Donc, pour les faire intéresser, j'ai dit, bon, j'ai un tableau chez moi à la maison. Je peux les faire des cours de répétition gratuitement. Pour qu'ils soient intéressés. Donc, c'est comme ça, j'enseigne en fait au primaire et au collège. Donc, j'ai commencé avec 2 élèves, un garçon et une fille. Et après 2-3 mois, ils ont vu leur niveau a vraiment évolué. Donc, c'est comme ça, ces 2 parents parlaient autour d'eux. Les autres parents les élèves sont commencés par évoluer. J'ai eu 50 élèves par après. Après ces 50 élèves, j'ai vu qu'il y a plus de sérieux parce que c'était gratuit. Donc, il n'y a pas de sérieux dedans. J'ai instauré
un tarif que c'était 200 par séance. Une petite c'est 200 francs par séance. Oui, 200 par séance, mais certains parents ne pouvaient pas le payer aussi. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire dans ce cas? J'ai dit, bon, on va faire comme ça, on va faire 200 par semaine. Et voilà, depuis 2 ans, j'ai commencé par enseigner et aujourd'hui, j'ai près de 150 élèves qui viennent chez moi à la maison pour apprendre le français, puisqu'ils sont tous nigériens. Ils sont tous nigériens. Et ce sont des enfants qui n'étaient pas alphabétisés par ailleurs dans leur langue maternelle? Ils apprennent le anglais. Ils sont des élèves, ce sont presque la majorité sont des élèves. Donc c'était des élèves qui savaient déjà lire et écrire quand même? Oui, lire et écrire, bien en anglais. D'accord. Pas en français. Merci Patrice de nous avoir appelés. On parle en cette journée internationale de l'alphabétisation, de vos initiatives. Bien sûr, vous pouvez nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On se retrouve juste après Motel Club. Posez des mots. Vous écoutez 7 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI, on parle éducation comme chaque semaine en cette journée internationale de l'alphabétisation. Et chaque année, les chiffres font froid dans le dos, 771 millions de personnes dans le monde qui ne savent ni lire ni écrire. Et plus largement, on a 1,4 milliard d'adultes et d'enfants qui ne maîtrisent pas les bases de la lecture, de l'écriture, du calcul mental. On en discute avec vous, Camille Romain-Desbaux, directrice générale de l'ONG Vision du Monde. Nous sommes en ligne, quand ça fonctionne, avec Songari Yeo, qui est enseignant-chercheur en sciences de l'éducation à l'université de Cocody à Abidjan, qui d'ailleurs accueille cette journée internationale de l'alphabétisation avec des acteurs de l'éducation pour essayer de trouver les moyens de diminuer ces chiffres qui ne cessent de croître aussi du fait de la croissance démographique. Et Camille Romain-Desbaux, vous avez, avec l'ONG Vision du Monde, lancé le programme Unlock Literacy, c'est-à-dire débloquer l'alphabétisation. Aujourd'hui, quelles sont les pistes qui donnent de l'espoir pour essayer de faire boule de neige, d'accélérer la tendance pour essayer d'alphabétiser le plus de jeunes possible? Alors, on est parti, Vision du Monde et son réseau international, donc World Vision, qui est dans une centaine de pays, a fait le constat un peu partout dans le monde que quand on parle d'éducation, il suffit pas d'avoir des écoles, il suffit pas parfois même d'avoir des enseignants, encore faut-il que l'éducation soit de qualité et que les enfants apprennent vraiment. C'est-à-dire que un enfant qui sache lire ne soit pas seulement un enfant qui lit, en fait, enfin, qui prononce des mots, mais qui est un enfant qui comprenne. Voilà. Donc c'est en partant de ce constat, combiné bien sûr à la situation aussi de plein d'enfants qui n'ont pas du tout accès à l'école, que Vision du Monde a mis en place cette approche Unlock Literacy, qui est une approche un petit peu différente, qui consiste en fait bien sûr à aller dans l'école, mais aussi dans le parascolaire, dans le périscolaire, en impliquant toutes les personnes qui sont autour de l'enfant et en particulier les adultes. Donc les adultes, les professeurs, mais aussi les éducateurs et bien sûr les parents, voire grands-parents. Vous partez d'un quartier, d'une communauté? Alors, on part Vision du Monde à des projets de long terme. On a des projets qui durent une quinzaine d'années. Donc, on est dans des communautés avec nos équipes locales qui connaissent bien les familles, qui connaissent toutes les personnes. On va s'appuyer sur des personnes qui sont volontaires. Et il y en a souvent beaucoup et ça c'est formidable. Et donc, on va s'appuyer sur cette dynamique positive. Pour s'appuyer, effectivement, on va partir d'une école et on va mettre en place des clubs de lecture. C'est en général la première chose qu'on fait. Ces clubs de lecture avec des bibliothèques parfois très très simples vont permettre aux enfants de développer 5 compétences clés qui vont commencer par des choses toutes simples qui sont dans le graphisme, savoir bien écrire les lettres, les reconnaître, bien les prononcer, développer son vocabulaire, etc. Et ces clubs de lecture sont animés par des pères éducateurs et pour en avoir rencontré au Sénégal, c'est une approche formidable puisque c'est à travers les chants, à travers même les danses, etc. Et c'est des moments sympas pour les enfants. C'est pas rébarbatif, les enfants sont contents d'y aller et c'est là, c'était une évocation tout à l'heure, pour que ça marche, il faut que les enfants aient envie d'y aller. Ces pères éducateurs sont pas forcément des enseignants? Pas du tout, non, c'est des volontaires des villages qui eux-mêmes sont alphabètes, qui savent bien lire, écrire et compter, et c'est eux effectivement qui vont animer ces temps
périscolaire et post-scolaire, avec aussi une implication qui est, je trouve, tout à fait intéressante des communautés, parfois des communautés qui sont pas forcément les communautés les plus représentatives dans un pays, en captant aussi les histoires, par exemple des grands-parents, des grands-mères. Et donc c'est comme ça qu'on va intégrer toute la famille, en écoutant les histoires, en les captant et parfois en les retranscrivant dans des livrets qui vont permettre après de relire par exemple l'histoire de la grand-mère. Alors ça, vous imaginez la fierté des deux côtés, de la grand-mère qui a pu, ou du grand-père, ou quelqu'un du village qui a pu raconter son histoire, son conte, et de l'enfant qui va pouvoir le lire après. Ces enfants, lorsqu'ils progressent en lecture, en écriture, en graphisme, dans la façon de tenir le crayon, de former des lettres, ils ont davantage envie du coup de rester dans le système scolaire? Ah oui, c'est vraiment des effets boule de neige tout à fait positifs. C'est la clé après vers l'éducation, donc c'est-à-dire au sens beaucoup plus large, l'apprentissage de plein de matières différentes, c'est l'apprentissage d'un métier aussi. Il faut savoir que l'alphabétisation, c'est effectivement la clé après derrière pour accéder à l'emploi. Et quand on ne sait pas compter un minimum, même sur les marchés pour développer son petit business, c'est pas possible. Donc essentiel. Et oui, et effectivement, quand on ne sait pas compter, c'est aussi comme ça qu'on se fait, on peut se faire arnaquer, et donc c'est un vrai problème pour ces personnes les plus vulnérables. Sungari Yeo, vous êtes toujours en ligne avec nous d'Abidjan? Oui, je suis là. Le dernier rapport du PASEC, qui est un organisme de recherche rattaché à l'UNESCO, a classé la Côte d'Ivoire à l'avant-dernière place sur 14 pays évalués en Afrique subsaharienne. Les chiffres qui d'ailleurs sont des chiffres qui datent d'avant la pandémie. 59% des élèves en fin de cycle primaire ne savent pas lire. 82% des élèves en primaire sont incapables de déchiffrer plus de 20 lettres de l'alphabet en 1 minute. 58% des élèves ne parviennent pas à compter jusqu'à 60. Est-ce que ces chiffres sont accablants pour le système éducatif ivoirien quand on parle d'alphabétisation? Alors, évidemment, ces chiffres-là ne sont pas de nature à favoriser la lutte contre l'alphabétisation, surtout au niveau des adultes. Mais j'ai bon espoir parce que avec la politique de l'école obligatoire et l'instauration des classes partielles pour les enfants de 9 à 13 ans, on peut rattraper un certain nombre de choses. En tout, au début des années 2000, au niveau central, on avait trois organismes et ils présentaient assez de dysfonctionnements. Alors, à un moment donné, le gouvernement a créé la Direction nationale de l'éducation non formelle et de l'apprentissage, c'est depuis novembre 2014, et cette direction-là a été scindée en 4 sous-directions, et chacune de ces sous-directions a un rôle très précis à jouer. Alors, autre chose, c'est que l'État continue de recruter des conseillers extrascolaires chargés de l'apprentissage, qui sensibilisent dans toutes les régions du pays pour amener les populations adultes à fréquenter les centres d'activation qui sont souvent créés. Il y a des localités où nous avons des centres, mais qui ne sont pas fréquentés par les populations. Vous voulez dire qu'il y a à peu près 2500 centres d'alphabétisation qui ont été créés sur tout le territoire. Il y a des centres à l'heure actuelle qui ne font pas le plein d'apprenants alors que ce ne sont pas les analphabètes qui manquent en Côte d'Ivoire. La ligne a coupé, ça c'est vraiment difficile. On essaye de vous rappeler bien évidemment Sungari Yeo, mais ça pose quand même un problème qui est intéressant, Camille Romain-Desvaux, c'est que on a parfois des gouvernements où il y a une vraie volonté politique de mettre en place des structures, et puis sans qu'on comprenne bien pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des centres qui ne font pas le plein. Est-ce que c'est parce que ils sont mal relayés sur le plan local, mal compris, l'initiative est mal comprise par les populations? Le premier point, je dirais, c'est encore une fois, pour les populations extrêmement vulnérables économiquement, c'est de s'arrêter dans la journée ou d'arrêter de faire travailler les enfants qui aident la famille à se nourrir et les envoyer faire autre chose. Donc c'est le premier point. Il y a une question de communication évidente et parfois des craintes autour de l'école. On le voit notamment pour la scolarisation des filles dans certains pays où les parents ont quelques réticences en fait à envoyer les enfants, les filles, notamment
quand elles deviennent un petit peu plus grandes dans les relations avec les garçons, et la crainte que ce soit un lieu qui soit pas forcément adapté ou sécurisant pour les jeunes filles. Mais le chemin de l'école aussi n'est pas complètement sécurisé pour les filles, même en dehors de l'enceinte même de l'école. Sungari Yeo, vous avez entendu ma question sur les 2500 centres d'alphabétisation créés en Côte d'Ivoire. Certains ne font pas le plein? Oui, vous savez, il y a tous des problèmes, même si nous créons des centres d'alphabétisation sur tout le territoire national, il faut susciter la demande. Parce que les populations, le plus souvent, ce sont des adultes, ont des préoccupations, et s'il n'y a pas de sensibilisation, ça devient un peu difficile. Alors, comme je le disais au départ, il y a la représentation sociale même de l'école. Ils ont certains souvent dans leur tête que l'école c'est pour permettre à l'enfant d'avoir de l'argent. Il y a aussi des populations qui estiment que, compte tenu de leurs activités socio-professionnelles, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de fréquenter les centres d'affiliation. Et vous avez aussi d'autres personnes qui estiment que c'est vraiment difficile de se retrouver dans une salle avec des enfants souvent de 15 ans, parce que dans les centres d'affiliation, vous avez des enfants de 15 ans, il y a des personnes qui ont 30 ans, mais il y a aussi des personnes qui ont 50 ans. Donc, le travail qui est fait et qui doit être fait à ce niveau-là, c'est de stériler les apprenants selon les tranches d'âge. Parce que les différentes études que nous avons réalisées ont indiqué clairement que les adultes d'un certain âge souvent abandonnent aussi la fréquentation des centres d'alphabétisation parce que ils se retrouvent dans des salles avec des gens qui sont leurs enfants ou leurs petits-enfants. Ouais, et donc effectivement, il parle de la motivation. Quelle peut être la place des outils numériques dans ces centres d'alphabétisation? Est-ce qu'apprendre avec un smartphone, une tablette, c'est réaliste, c'est possible? Ça a été tenté quand on n'a pas accès à l'école, si tant est qu'on ait accès à l'électricité? Alors, les outils, les technologies d'information et de la communication, je pense que c'est vraiment une occasion pour la Côte d'Ivoire, pour tous les acteurs de l'éducation, d'accroître la participation des populations aux activités qui sont initiées. Il y a eu un projet, le projet Alphatique, qui a été initié dans certains marchés d'Abidjan, à Port-Boué, à Koumassi, etc. Et les résultats ont montré que les populations sont très motivées, surtout les femmes, elles sont très motivées à participer aux activités. Et, quand il y a une tablette ou quand on peut s'alphabétiser avec son téléphone. Oui. Même si c'est pas un smartphone, un banal téléphone. Oui. Elles avaient des tablettes, on leur avait distribué des tablettes et le résultat est vraiment encouragé. On donne la parole à un auditeur au 33 7 64 45 51 41. Boubacar, vous êtes en ligne avec nous de Tambacounda au Sénégal. Bonjour Boubacar. Bonjour. Boubacar, en cette journée internationale de l'alphabétisation, vous aviez envie de parler de vous et de la façon dont vous avez appris à lire et à écrire, Boubacar? Non, pour moi, c'est facile. Parce que quand tu aimes quelque chose, tu es obligé de le connaître. Je n'ai jamais fait les bancs. Vous n'avez jamais fait les bancs? Vous n'êtes jamais allé à l'école, Boubacar? Jamais dans ma vie. Je n'ai jamais fait l'école. Mais je sais écrire un peu. Je peux parler mieux un peu aussi. Je parle mieux que écrire même. Comment avez-vous appris à lire, à écrire? À travers votre radio. J'écoute 24 heures sur 24 heures la RFI. Je n'ai jamais raté une émission. Merci. C'est intéressant. Je connais la culture, je ne sais pas culture générale. J'écoute beaucoup d'informations. Et j'ai des amis aussi qui parlent français. Et j'ai voyagé un peu partout. Voilà. Est-ce que la radio, du coup, vous a donné envie de tenir le stylo? Pardon? Est-ce que la radio vous a donné envie de tenir le stylo, d'apprendre à écrire, à déchiffrer les mots? Beaucoup même, beaucoup. Tout ce qui se passe depuis 6 heures du matin jusqu'à maintenant dans le monde, je suis au courant à travers votre radio. Et là où je parle, je peux m'exprimer
tout ce que je veux. Quand je voulais dire quelque chose, je le fais. Si je veux écrire quelque chose, je fais. Partout dans le monde, là où je pars, je ne suis pas inquiet. Même l'arabe, je parle un peu l'anglais aussi, à travers le voyage aussi. Bon, j'ai fait un peu partout. Et vous parvenez à lire l'essentiel quand vous avez besoin de vous diriger, par exemple? Tout, mes lettres, ouais, tout. Et je ne suis pas sûr que je ne connais pas aussi. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui sont découragés d'apprendre à lire et à écrire parce que ça prend du temps, c'est difficile? Non, d'être enseigné ou d'apprendre, il n'y a pas de l'âge. C'est pas la peine de décourager. Si ça t'intéresse, tout ce que tu t'es intéressé dans ce monde-là, il faut l'avoir. Vous êtes un petit commerçant à Tambacounda, hein, c'est ce que vous avez dit au standard. Oui, vous savez. J'ai fait le commerce. C'est ça, donc vous savez compter facilement. Compter, oui, facilement. tout, même le portable que je manipule là, le smartphone là, c'est moi-même qui utilise tous les logiciels, tout ce que tu bon, de toute façon, ça va faire. Merci Boubacar de nous avoir appelé. Je crois que vous redonnez espoir à certains qui nous écoutent en cette journée internationale de l'alphabétisation. Merci à nos invités aussi, Songari Yeo, spécialiste de l'éducation à l'université de Cocody, Abidjan. Merci à vous. Camille Romain Desbeaux, directrice générale de l'ONG Vision du Monde.